Bonjour, dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'autisme organisée par Autisme en Action durant ce mois d'avril 2022, nous organisons des podcasts, des vidéos et aujourd'hui nous accueillons Jordania pour un podcast. Bonjour Jordania. Bonjour. Ton parcours t'a amené vers Autisme en Action. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu de quelle manière cela t'est arrivé? Alors, je me suis retrouvée en contact avec Autisme en Action parce que j'ai eu des suspicions sur un éventuel trouble autistique suite déjà à des propres questionnements que j'avais eus il y a plusieurs années, mais que je n'avais pas poussé au-delà du questionnement. Et puis récemment, donc il y a à peu près 6 mois, des personnes qui me connaissent bien et d'autres personnes qui me connaissent pas du tout, plusieurs personnes m'ont fait des réflexions en me disant mais t'es pas un peu autiste et en me remettant, j'avais fait un test sur internet il y a plusieurs années qui est un test assez connu sur internet et assez long et assez complet et voilà. Et je l'avais fait, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Enfin, je n'avais pas considéré que c'était valable. Et effectivement, ça reste un test sur Internet, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on m'a dit... quand les personnes m'ont fait les réflexions, l'une d'entre elles m'a dit directement « Est-ce que tu serais pas un peu autiste ?» en me mettant le test sous le nez, en disant « Fais-le pour voir ». Et une autre qui me connaissait très peu, mais qui m'a dit quelque chose qui m'a fort perturbée en me disant... t'as pas l'air d'agir, enfin entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a quelque chose qui va pas et du coup c'est bizarre, ça renvoie un message bizarre de quelqu'un peut-être qui pourrait être manipulateur ou machin, et là j'ai eu cette prise de conscience de dire ok, il y a quelque chose qui va pas et en plus ça se voit. donc je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose et il faut que faut que j'aille creuser cette affaire-là, sachant que, évidemment, enfin pas évidemment, mais dans ma vie, j'ai eu un vécu un peu, difficile, qui a fait que j'étais déjà passée par la case psychologie, et que quelque part, j'avais déjà fait un bon travail sur moi aussi. On n'a jamais totalement fini de faire un travail sur soi, mais j'avais quand même constaté que tous les éléments que j'arrivais pas à solutionner, quelque part j'aurais dû les solutionner si c'était que psychiatrique ou psychologique. J'étais censée, j'avais les moyens, j'avais les outils, et pour autant je continuais à buter sur les mêmes écueils, les mêmes problèmes de communication, les mêmes situations un peu aberrantes. On se dit comment je suis arrivée là, j'ai pas compris quoi. Il y a des trucs qui me sont passés totalement au-dessus de la tête et que je comprends pas, et à côté de ça je suis capable d'avoir des réflexions et des cohérences intellectuels qui sont... il y a pas de défaut intellectuel, donc c'était vraiment... Il y avait un angle mort que je comprenais pas. Et l'autisme, c'était le point que j'avais pas creusé, quoi. Et donc, c'est vrai que quand j'ai accepté de me dire... d'ouvrir mon esprit à cette perspective, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place dans le puzzle, quoi. Donc, voilà. Et pour que nos auditeurs puissent... prendre connaissance, je veux dire, ou avoir des exemples. Quand tu disais il y avait des différences entre ce que tu disais et ce qui pouvait être perçu, est-ce que tu sais donner des exemples concrets de ce que tu as vécu? Oui, alors, j'ai beaucoup d'exemples, mais c'est vraiment relationnel. C'était notamment dans les relations, justement, de couple. Alors, des relations de couple, pas tant que ça, mais c'est même la partie séduction, en fait, où on m'a dit clairement que j'envoyais des signaux qui correspondaient pas à ce que je disais vouloir attendre d'une relation. Et donc, en l'occurrence, par exemple, que je disais que je voulais, j'étais une perspective de relation posée, de long terme, de construction. Et visiblement, mon attitude, ne renvoyait pas les signaux d'une personne qui a envie d'être dans ce projet-là, quoi. Parce que, effectivement, j'avais pas les codes, les éléments. Alors encore aujourd'hui, je suis tout à fait incapable de dire ce que je faisais pas, mais visiblement, c'était... j'allais dire, c'est une personne évidemment que je connaissais pas du tout, en tout cas qui m'a fait cette réflexion. Et quelque part, c'est peut-être la seule... Ça a été un peu brutal sur le coup, je l'ai reçu un peu...
violemment, mais je me suis dit, ah, donc c'était ça que les autres ne me disaient pas, et que là, quelque part, en fait, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ce qui, à mon avis, était un peu bizarre, que les gens percevaient bizarrement, mais ne me disaient pas. Et donc, parce que c'est toute la difficulté, je pense, des personnes autistes qui n'en ont pas l'air, c'est que ben voilà, on ne leur dit pas quand les choses ne vont pas ou quand c'est bizarre, parce qu'on se dit, voilà, ça ne se fait pas. Une personne qu'on perçoit comme étant plus déconnectée de la réalité, on ose lui dire, mais tu sais, tu fais ça et tu dis ça, on comprend pas ce que tu veux. Mais des gens comme nous, qui n'ont pas l'air d'avoir un souci, bah quelque part, on se tait, on regarde un peu en disant, il est bizarre ou elle est bizarre celle-là, et puis on passe sa route et la personne ne sait jamais en fait pourquoi les choses vont pas. Donc il y a quelque part, j'ai eu ça, et puis bon, ça c'était un événement voilà, assez marquant. Mais de façon plus, j'allais dire plus grave, parce que l'autre c'était marquant, mais c'était pas grave. J'ai aussi dans mon travail, dans mon travail principalement, ça m'a causé des soucis parce que en fait, y a plein de sous-entendus que je comprends pas. Et donc évidemment, il y a des gens qui ne fonctionnent que par sous-entendus. Il y a des profils qui sont comme ça. Et quand vous êtes en contact avec ces profils-là et que en plus vous avez un rôle à responsabilité, en fait ça crée des problèmes. Ça crée des vrais problèmes parce qu'il y a des gens qui attendent des choses mais qui ne les disent pas, qui ne les expriment pas et qui sont très dans l'émotionnel. Donc en plus ils sont sur des choses qui me passent totalement à côté. Et en plus ils ne disent pas de quoi ils ont besoin. Alors là, non seulement je peux pas le deviner, en plus ils l'expriment pas. Et beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Donc évidemment ça m'a causé des soucis relationnels et du coup, plus que relationnel, parce que ça impacte le boulot, donc ça a des conséquences graves. Parce qu'effectivement, je passais à côté de beaucoup d'informations non communiquées clairement, explicitement, et où à la fin, j'avais des gens qui me reprochaient des choses absolument fausses d'ailleurs, parce qu'ils se faisaient tout un film ou toute une idée sur si elle a pas dit ça, si elle a pas répondu ça, c'est parce que machin. Et donc évidemment, il y a plein de fois où j'ai pu passer pour une personne totalement soit arrogante, soit méprisante ou méchante, ou par exemple... Voilà, un exemple très concret, il y a une personne que j'avais pas vue tout un temps, pendant plus d'1 an, et j'avais aucun souci avec cette personne, mais un jour j'ai eu le temps et j'ai pensé à elle et je lui ai envoyé un petit message pour savoir comment elle allait, et cette personne m'a dit je pensais qu'on était en froid. Et je lui ai dit mais pourquoi? Enfin, il n'y avait pas lieu, il n'y avait aucun conflit, donc elle m'a dit mais parce que on sait plus. J'ai dit oui mais enfin... Alors, premièrement, j'avais rien à te dire durant ce temps-là, et puis deuxièmement, j'étais occupée, enfin, je veux dire... Et voilà, ça, c'est le genre de choses qui créent des conflits avec des gens dont on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est au moment où on va les revoir, on se dit, tiens, salut, ça va? En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un souci, mais ça fait 10 ans que la personne, elle mûrit son truc dans son coin, et qu'elle fait des projets. Donc voilà, ça, c'est des choses très concrètes, et c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire, j'ai pas une relation, j'ai l'impression... où j'en ai très très peu, du coup c'est des gens, évidemment les gens avec qui il n'y a pas ce problème sont mes amis depuis toujours, je m'y accroche un peu, mais je veux dire, c'est clair qu'on en trouve, on les lâche pas, mais c'est vrai que voilà, la majorité des rencontres que je fais dans ma vie, il y a cet élément voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas en termes de communication, et donc ça crée beaucoup de soucis. Ok. Tu as abordé l'aspect professionnel. Tout à l'heure, avant l'enregistrement, on parlait des aspects entrepreneuriaux. Est-ce que tu sais un peu expliquer ton parcours par rapport à ce côté? Oui, alors moi j'ai un parcours d'entrepreneur, enfin je pense que je suis une indépendante dans l'âme, ça a toujours été. J'ai toujours été autodidacte et autodéterminée, voilà, par définition. Je crois que je me suis structurée comme ça, je me suis définie moi-même dans mon parcours, dans mon identité, puisque je suis aussi afrodescendante, donc il a fallu, métisse en l'occurrence, et donc il a fallu que je comprenne qui j'étais dans ce monde compliqué, femme aussi, voilà, donc il a fallu aussi que je définisse, quelque part on est dans un monde, on en parle beaucoup de tout ce qui est... genre, patriarcat et consorts, et c'est une réalité. Alors en plus, quand vous êtes une femme afrodescendante, vous cumulez déjà les contraintes et
les freins, les discriminations. Donc ça a déjà été un combat pour moi, ça a été une façon de me structurer, évidemment, déjà moi, en termes de personnes. Et donc forcément, ça m'a mené vers des projets professionnels plus entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, j'ai compris que j'étais pas dans la norme. Déjà parce que femme, parce que afrodescendante et en plus, déjà à l'époque, un peu originale, un peu bizarre. Donc évidemment, c'est-à-dire que j'avais une conscience assez jeune que de toute façon, il n'y avait pas de place, mais qu'en fait, de toute façon, le monde allait devoir compter avec moi, et qu'en fait, s'il me faisait pas une place, je me la ferais moi. Voilà, c'est ce qui moi, me fait me lever le matin, et c'est pour ça que je suis indépendante, et que je crois que c'est ça le cœur de mon énergie, en tout cas, c'est de dire, en fait, moi, je m'en fous, j'ai ma place, et en fait, c'est pas parce que vous aimez pas ma tronche, ou que vous aimez pas ceci ou cela, que je disparaîtrai. Je serai là, et voilà, que vous le vouliez ou non, je m'installe et je ne bouge pas. Donc cet entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi. Alors, parfois j'essaie un peu de m'en détacher parce que du coup, effectivement, on peut pas toujours entreprendre et réussir. Donc si ça devient une identité à part entière, ça peut être pas forcément une bonne chose, mais c'est important en tout cas pour moi. Et c'est par contre aujourd'hui quelque chose que j'ai récemment fait une faillite, parce que justement, il y avait la crise du Covid, etc. Mais il y a eu aussi des réalités autistiques que je ne connaissais pas et qui du coup ont été des problèmes dans mon activité professionnelle. Donc ça a été vraiment... aujourd'hui, je repense un projet en tenant compte de tous les critères, de tous les facteurs, des situations où en fait, il faut pas que des situations qui peuvent me mettre en difficulté. Et donc de pas me créer un environnement qui soit déjà délétère de base, en fait, et qui appuie sur tous mes déclencheurs négatifs. Mais voilà, ayant eu mon diagnostic récemment, je profite de ce moment dans ma vie où il y a beaucoup de changements pour me refaire un environnement bienveillant. Voilà, et être bienveillante avec moi-même. Voilà. Mais l'entrepreneuriat, quand on est autiste, je crois que c'est une piste si par rapport à son fonctionnement, si on a les moyens d'y arriver, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter on choisit ses horaires, enfin voilà, on peut quand même réguler pas mal de choses qui sont pas acceptées dans la société encore aujourd'hui, mais il faut le faire en pleine conscience de son trouble autistique, quoi. Sinon, en fait, on peut aller vraiment dans le mur très très vite. Donc voilà, et ne pas en sortir du mur. Et cette dynamique entrepreneuriale, mais elle peut prendre d'autres noms. Tu l'as cité tout à l'heure, en dehors de l'enregistrement, c'est dans un autre contexte, c'est par exemple le terme militant. Ça fait en tout cas référence également à une certaine dynamique de « je me mets en mouvement ». Cette dynamique-là, tu l'utilises pour quelle finalité qui te parle? Mais de toute façon, moi, cette dynamique, elle est toujours... Alors, ça peut être quelle passion, ça peut être... Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui... La dynamique te porte, donc te fait te lever le matin. Mais qu'est-ce qui, par exemple, dans le spectre autistique, on va retrouver les intérêts restreints ou les intérêts spécifiques. Et est-ce que tu as des domaines particuliers dans lesquels tu utilises cette dynamique pour concrétiser, t'épanouir ou concrétiser certaines choses qui te tiennent à cœur ou... J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je pense que tout ce que je fais... mon énergie est mise au service de mon intérêt du moment, qui est souvent un moment très long, hein, ça va être une dizaine d'années, donc c'est pas une année ou autre, mais par contre, voilà, ce sont souvent des intérêts que j'identifie et qui souvent répondent à des questionnements personnels, c'est-à-dire moi j'ai un vrai... comment dire, je me questionne beaucoup sur l'identité, étant donné mon vécu, et c'est vrai que j'ai une vision qui est assez collective malgré tout, c'est-à-dire je me perçois comme faisant partie d'un tout, et donc quand je me questionne sur mon identité, pour moi c'est impossible de penser à moi sans penser à l'environnement qui m'entoure, et si moi je veux que les choses aillent bien dans mon sens, de manière très égoïste, j'ai intérêt à ce que les autres
que les choses, généralement, l'environnement aillent dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est pas possible de faire des choses qui me font du bien sans le faire rejaillir sur le reste du monde quelque part. Et donc voilà, donc il y a une dynamique globale, enfin il y a vraiment quelque chose, et j'ai toujours, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intérêts restreints dans l'autisme ou d'intérêts spécifiques, mais si je dois relier tous les intérêts, les intérêts que j'ai pu avoir dans ma vie, bah c'est la psychologie, c'est la sociologie et la politique, la géopolitique. Donc c'est en fait toujours comment les gens interagissent entre eux, comment les choses interagissent entre eux et quel est l'impact des choses sur les autres. Et donc je me rends compte que c'est toute ma façon de fonctionner est toujours drivée par ça. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est... Voilà, en tout cas je ne sais pas faire les choses s'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas cette... Voilà, je pourrais pas... Il y a des boulots qui sont... c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais faire tous les boulots à partir du moment où moi, j'arrive à faire un lien avec cette utilité pour la société et cette utilité aussi pour le bien-être de chaque individu dans cette collectivité. Voilà, c'est hyper important pour moi que tout ça soit corrélé ensemble. Je peux pas imaginer l'individu hors de la société et la société sans l'individu. Pour moi, c'est toujours une dynamique et toutes mes activités sont portées par ça. Je suis herboriste. Pour moi, l'herboristerie, c'est l'individu, mais c'est aussi un projet de société. Et j'ai été militante anticapitaliste. Et pour moi, évidemment, c'est un projet de société, mais qui est avant tout pour favoriser l'individu, le bien-être de l'individu. Donc, voilà. C'est la réponse que je peux apporter. Mais c'est très bien, parce que les réponses sont vraiment propres à chacun. Ouais. Tu vas aborder une personne présentant un intérêt spécifique du même type, ou t'en as qui vont être hyper précis. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Comme tu le sais, dans mon parcours, j'ai en tout cas des intérêts qui rejoignent ceux-là. Et un peu de la même sorte, j'ai eu beaucoup de mal à préciser, à définir, si je puis dire. C'est une des premières questions que j'ai eues. Qu'est-ce que c'est mon intérêt spécifique ? Bonne question. Mais je pense que simplement, rien qu'en se posant la question, on se répond également à soi-même, dans le sens où, même si c'est quelqu'un d'autre qui pose la question, en fin de compte, la réponse n'est pas forcément pour l'autre. Voilà. Ouais. Ça, je pense que parfois c'est clair, parfois c'est pas clair. J'ai rencontré beaucoup de dynamiques individuelles différentes. Oui. J'ai le sentiment que mon intérêt spécifique, c'est le lien. C'est ce que je remarque dans tous mes... Et c'est le lien, comment les choses interagissent avec les autres. Et je crois que c'est un intérêt spécifique partagé par beaucoup d'autistes, puisqu'en fait, ça c'est peut-être une croyance très personnelle, mais cette incapacité de faire des liens avec des choses qui sont là, mais que pourtant on n'arrive pas à connecter, qu'on n'arrive pas à percevoir, qu'on n'arrive pas à relier l'un avec l'autre, ça nous échappe. Et donc quelque part, je remarque qu'un des centres d'intérêt partagés dans la communauté autistique, c'est la psychologie. Parce que moi je ressens ça comme une sorte de compensation de ce qui est limitant dans l'autisme, dans la communication. Du coup on l'intellectualise, on essaie de le comprendre par le biais intellectuel. Donc voilà, moi c'est dans ce sens que mais voilà, c'est pas juste la psychologie. Dans la psychologie, ce qui m'intéresse, c'est l'interactivité et comment tous ces trucs-là marchent, parce que clairement, moi, ça m'échappe. Donc je pense que j'ai focalisé sur ça en mode, il faut que je comprenne, quoi. Clairement, il y a ce truc m'échappe, mais il faut que je comprenne. Justement, tu parles de lien. Quel lien pourrais-tu faire entre tes identités multiples et l'autisme ? Et également, comment toi tu existes au sein de la société. Tout à l'heure, tu parlais de femmes, d'afrodescendants. Ouais. Voilà. De quelle manière... Alors, la question est très globale, effectivement. Comment existes-tu ? C'est encore plus global. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, alors comment j'existe ? Non, je pense que c'est vraiment... Alors, c'est une continuité dans ma vie, donc si on croit au karma ou des choses comme ça, on pourrait penser à ça. C'est une sorte de karma un peu d'identité. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis
depuis que je suis née. Ma mère, étant donné que je suis métisse et ma maman est d'origine germanique, donc on a vraiment dans la famille, on est très du côté de ma maternelle, c'est vraiment des blonds aux yeux bleus, et donc évidemment moi en tant que métisse je suis brune, avec une peau brune, avec tout ce qu'il faut du métissage. De l'autre côté j'ai voilà, afrodescendant comme on a dit, donc l'identité c'est apparu tout de suite, c'est un questionnement parce que je suis née à une époque, j'ai 35 ans, donc on se rend pas compte, mais il y a 35 ans en Belgique, dans les écoles, il y avait 2 noirs, un arabe, quoi. Je veux dire, c'était un peu ça la proportion, et donc aujourd'hui les gamins ils se rendent pas compte qu'ils ont une chance folle de grandir tous ensemble. Et moi, je vois déjà la différence, rien que dans des 10 ans de moins que moi, il y a déjà une différence d'interaction entre les gens d'origine différente. Mais à mon époque, on arrêtait ma mère dans la rue et on lui demandait si elle m'avait adoptée. Ah là là, elle est tellement mignonne, vous l'avez adoptée. Enfin, comme un clébard. Bon. Je veux dire, on en est... Non, oui, si. Si, parce qu'on ne fait pas ça, en fait. Donc, ça ne se fait pas. Ça me paraît tellement aberrant d'arrêter les gens dans la rue pour demander s'ils ont adopté le gosse. Enfin, voilà. Mais on faisait ça à ma mère, parce que c'était pas possible, c'était pas envisageable qu'une femme blonde ait un enfant de ce type-là. Et puis, évidemment, je suis femme, donc en tant que petite fille, et puis en tant que femme, il y a aussi cette réalité d'être femme dans un monde patriarcal. Donc il a fallu aussi que je me batte entre guillemets sur ça. Alors en plus ma maman est quand même aussi une trempe assez féministe, donc elle m'a quand même communiqué certaines valeurs, certaines valeurs, en tout cas qu'il n'y avait pas lieu en tant que femme de plier dans certains cas parce qu'on est femme. Donc c'est clair que pour moi il y avait des choses qui étaient déjà intégrées. Et puis voilà, c'est vrai que j'avais toujours cette originalité, donc qui faisait que de toute façon j'étais toujours hors case. On n'arrivait pas à me mettre dans les cases, et ça durant l'adolescence ça a été une petite fierté. Ça faisait très mystérieux comme ça, donc moi j'ai pas fait partie de ceux qui se sont fait harceler heureusement à l'école. J'arrivais à maintenir les gens à distance avec une certaine aura extrêmement mystérieuse, et voilà. Mais c'est vrai que mon identité a toujours été source de questionnement, et voilà. Alors comme je dis, heureusement la vie m'a épargné, heureusement, chacun son chemin de vie, mais elle m'a épargné la question religieuse et j'allais dire de genre et d'orientation sexuelle. Ça va, je suis entre guillemets dans les cases. Donc c'est déjà ça de moi, mais enfin c'était déjà pas mal. Le côté racial, le côté genre féminin, et puis voilà, maintenant cette originalité qu'on m'a toujours un petit peu, pas reproché, mais en tous les cas fait remarquer, ce qui est quand même une façon de un petit peu reprocher sans le dire. Voilà, c'est vrai que ça a toujours été quand même un vrai sujet. Et ici, le confort là que le diagnostic m'apporte, c'est de me dire ok, bon, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas une lutte que tu vas devoir encore mener seule. C'est pas quelque chose que tu dois encore te battre dans ton coin, etc. Voilà, je me sens pas seule en fait. Là maintenant, je me dis ok, c'est un autre truc, c'est encore une autre strate qu'il va falloir porter. Mais là où avant j'étais juste un peu une originale, avec tous les guillemets, tout ce que ça implique. Enfin, moi-même, je comprends pas quand on me dit ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'en général, c'est pas très positif. Et voilà, maintenant je peux dire oui, je suis originale effectivement, parce que ça, au moins ne serait-ce que pour moi-même, et ça fait du bien, de me dire que je ne suis pas folle, que je ne suis pas complètement hors sol, parce qu'évidemment il y a des gens qui vous accusent de choses, ou qui viennent avec des jugements de valeur. Et il n'y a rien à faire, même si ce sont des personnes qui ne sont pas qui sont pas validées, entre guillemets, qui sont pas des gens qui vous accordez une importance. Il n'y a rien à faire quand vous savez qu'il y a un truc qui va pas. Ça nourrit le questionnement, et on se dit mais est-ce que finalement je serais pas quand même un peu perché, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en tout cas moi j'ai un parcours de questionnement d'identité, mais ça a toujours été, pour moi j'ai toujours refusé pour moi ça a jamais été quelque chose que j'ai laissé m'accabler. Ça a toujours été une raison de me lever et
Et comme je te le disais, voilà, j'existe Mhm. et on comptera pas sans moi. Alors mon but c'est pas d'être le centre du monde, non. Mais je veux pas qu'on m'écrase, je veux pas être exclu, je veux pas perdre mes droits, je veux pas passer à côté de ma vie parce que des gens n'ont pas envie de me voir. Ils ont le droit de pas me regarder, mais à un moment donné, j'ai droit aussi d'exister. Voilà. Et ça c'est c'est ce qui me fait me lever encore une fois. Et moi et les autres évidemment, toutes les personnes qui sont dans cette situation. Merci. Un dernier point, les podcasts sont aussi également pour avoir, si je puis dire, un visu pour des professionnels. Par rapport à ces identités multiples, par rapport à l'autisme et par rapport au diagnostic, le processus du diagnostic, mais pas forcément, mais ici on est dans le diagnostic, ça peut être également considéré comme dans le processus d'un suivi. Que pourrais-tu donner comme conseil en termes d'approche d'identité multiple pour les professionnels? Donc, par rapport à l'autisme en tant que tel, purement ton point de vue. Par rapport à l'autisme ou par rapport à l'autisme, par exemple pour une personne qui me ressemble, c'est-à-dire une femme et éventuellement racisée par rapport à toi. Donc c'est vraiment l'idée de comment, selon toi, un professionnel pourrait prendre des éléments, si je puis dire, des identités multiples de manière purement individuelle, vu que... Et dans le sens où ça peut être d'une complexité, un individu, ça peut être d'une complexité telle qu'en fait, c'est prendre plein de facteurs et se dire, ok, la personne devant moi, elle est comme ça, et ceci influence de cette manière, ceci influence de cette manière. Par rapport à ton vécu, qu'est-ce qui, en termes d'approche vis-à-vis de toutes ces identités, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne professionnelle, que ce soit un diagnostic, que ce soit un suivi, que ce soit un coaching, que ce soit... C'est compliqué. C'est compliqué comme question. Non, c'est compliqué comme question. Je peux te dire ce que moi j'aurais voulu vas-y. Dans ma vie. Mais évidemment, ça combine, comme je le dis, le fait que je sois afrodescendante, que je sois femme. Donc, mais j'aurais voulu... j'ai beaucoup dans ma vie été décrédibilisée. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une sorte de... J'avais l'impression que quand je disais les choses, on ne me croyait pas, on ne me comprenait pas, on n'écoutait pas ce que j'avais à dire. Et à chaque fois, enfin voilà, une sorte d'interprétation, un petit peu le mansplaining, comme on dit maintenant avec nos noms, mais en fait je te réexplique, c'est moi, je sais de quoi je parle. Et j'ai l'impression que toute ma vie, il a fallu que moi, j'arrive à la conclusion pour décider. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi une endométriose, donc c'est une maladie chronique inflammatoire, etc. C'est aussi une maladie qui a un diagnostic très long. Donc les violences médicales, les dénis, les gens qui disent oui mais non c'est pas ça, alors qu'en fait on vient et qu'on dit mais il y a un problème, s'il vous plaît, entendez-nous, écoutez-moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc c'est cette fatigue de devoir toujours porter seul comme ça la parole et de se dire mais on ne me croit pas, et ben je vais quand même me lever et me battre et gna gna et jusqu'à ce qu'on me croie, et c'est épuisant. Donc moi ce que j'aurais à dire peut-être au corps médical, c'est d'être bienveillant. Vraiment c'est hyper important parce que la violence médicale ça existe, et souvent quand on est de l'autre côté de la barrière on ne se rend pas compte qu'on est violent, mais la violence elle est quand même courante, et quand on a des maladies longues et difficiles à diagnostiquer, ben on se prend beaucoup de gifles dans le visage avant d'arriver au diagnostic, et ça demande beaucoup de courage, d'énergie, d'abnégation, de rage. Moi je suis une rageuse en vrai, hein. Moi j'ai cette rage de dire non je lâcherai pas, mais c'est de la rage quoi, je veux dire, ça c'est pas une émotion positive, c'est pas quelque chose qui nourrit, on n'est pas dans un état d'esprit où on est peace and love dans ces moments là, on profite pas de la vie, on se bat, mais dans l'état de combat, et ça devrait pas être ça. On ne devrait pas se battre pour être entendu et cru. Voilà. Et c'est vrai qu'avec toutes mes identités, comme tu l'as dit, ce sont des identités qui, comme elles ne sont pas
dans la norme, voilà, on l'a dit, l'homme blanc, plus de 50 ans, etc. Tout de suite, femme, noire, et en plus un peu original, ce qu'on appelle des artistes, entre guillemets, on ne sait jamais trop ce qu'on met là-dedans, mais tout de suite, c'est des profils, ce qu'on dit n'est pas entendu. Voilà, ce qu'on dit n'est pas entendu. J'ai des locks, je dois fumer des joints, et s'il y a un truc qui va pas dans ma vie, c'est certainement que parce que je fume des joints, parce que j'ai des locks, enfin... Voilà, on doit tout le temps se battre, et je suis épuisée de me battre. Pour être très honnête, je suis fatiguée de devoir me battre 2 fois plus que les autres pour tout. Que ce soit parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que si, et encore maintenant, parce qu'il y a un trouble autistique. Donc ça, ouais. Plus de communication, plus d'écoute, plus d'humain. Je pense qu'on doit revenir à quelque chose d'humain. Et s'ils ne peuvent pas le faire, alors qu'ils aient, j'allais dire, cette humilité de le reconnaître et peut-être de plus s'associer avec des associations qui justement, elles peuvent faire ce travail d'humanité. Voilà, collaborer, accepter peut-être de collaborer avec la société civile et d'accepter qu'ils peuvent pas tout faire, mais donc du coup ils font peut-être parfois mal à vouloir tout faire. Donc voilà, je pense que ça c'est peut-être important, et j'allais dire que ce soit pour l'endométriose ou pour l'autisme, pour le coup, voilà. Cette ouverture d'esprit, cette compréhension, et alors vraiment essayer de sortir de ces a priori. Je suis noire par rapport à l'image qu'on a de moi, même si je suis métisse, mais bon, beaucoup de gens me voient comme une femme noire et c'est tout. Je suis femme, et j'ai un grand sourire, ça ne se voit pas, c'est dans le podcast, mais je suis quelqu'un qui sourit énormément, je parle en souriant, littéralement, et je parle beaucoup, comme vous l'aurez remarqué. Donc, sur base de ça, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de critères explicites et que voilà, c'est en creusant, c'est en acceptant de regarder au-delà de ce qu'on voit que on voit des choses. Et même pour moi, ça m'a mis beaucoup, je suis encore en phase de process. Pour moi, c'est pas encore intégré cette histoire, mais voilà. Eh bien, tout grand merci pour ce parcours. Plaisir. Et ce parcours en devenir, ouais. Qui n'est pas fini. Merci pour nos auditeurs d'avoir écouté ce petit parcours, ce petit résumé de parcours de vie. Et je vous invite à découvrir nos autres podcasts et interviews de ce mois d'avril 2022. Merci Jordania. Merci. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autisme en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.